Bonjour. J'avais envie de partager une réflexion sur l'intérieur des mots. Qu'est-ce qu'il y a quand on dit prendre son temps? Si par exemple, pour guérir d'un choc, on dit qu'il faut prendre son temps, alors que je dis juste avant que notre expérience est l'ici et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire prendre son temps? Et bien justement, ce choc, il va nous éloigner de cet ici et maintenant. Il va avoir tendance à nous mettre dans un passé, il va nous désynchroniser avec notre présent et il va nous faire fuir une zone de nous-mêmes, une zone de notre histoire et parfois ruminer dessus, parfois être en déni, parfois être abattu, parfois être triste, parfois être en colère. Et tout ça, ça crée un brouillard qui est comme le nuage entre nous et le soleil. Si le soleil, c'est le soi et l'ici et maintenant, ressenti, vécu. Et du coup, prendre son temps, ça veut dire que pendant ce temps-là, on va, entre guillemets, gâcher du maintenant, parce qu'on va cogiter, quoi. Et tout ce processus de guérison, il est important. Et il prend plus ou moins de temps selon les personnes, selon comment on est fait, selon ce qu'on a subi, reçu, certainement aussi selon ce qu'on a pu avoir fait, si on a été bourreau par exemple. Il va falloir un temps pour se réapproprier notre vie, notre unité, notre corps, notre cœur, notre territoire, ce qui a été touché. C'est comme réapprivoiser une partie de sa vie. C'est le temps d'épurer, de laisser couler le pu, jusqu'à retrouver des sensations, de la confiance en soi. Et quand on aura retrouvé un peu de force, qu'on aura libéré certaines parcelles, qu'on sera un peu plus décontracté, parce que c'est comme s'il y avait une contraction en opposition à une dilatation, et bien on pourra petit à petit faire face à ce qui s'est passé et pouvoir regarder la blessure comme nettoyer la plaie, prendre conscience, la soigner et petit à petit se renforcer jusqu'à retrouver sa totalité et pouvoir embrasser sa totalité à nouveau. Et pour libérer une douleur, pour guérir d'une blessure, c'est important d'aller la goûter plutôt que de l'éviter. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on peut avoir une façon de repousser ce qui ne nous plaît pas. Et tant qu'on repousse ce qui ne nous plaît pas, on fait comme si c'était à l'extérieur de nous et on ne peut pas agir dessus. On peut agir dessus que quand on l'inclut dans notre être, qu'on l'intègre. À ce moment-là, si on arrive à la goûter, cette douleur, ça libère l'information et on guérit. Ça n'a rien à voir avec du masochisme, c'est de la responsabilité de se rencontrer. Et il y a plusieurs façons de faire ça. Par exemple, si vous avez, on va prendre un exemple tout bête, une douleur, on va dire, au genou, vous pouvez vous rendre compte que peut-être vous ne faites attention que à l'endroit où vous avez mal alors que tout le reste va bien.
Et à ce moment-là, vous pouvez soit vous focaliser sur la douleur et il va se passer quelque chose, soit vous focaliser sur tout le reste qui va bien et il va se passer le même genre de choses, comme si la douleur allait être absorbée par le reste de votre corps qui va bien. Alors que quand vous focalisez dessus, c'est comme si ça la déchargeait. Et des fois, ça peut aller en augmentant jusqu'à un certain point, jusqu'à un point culminant où fou, d'un seul coup, ça s'arrête. Si vous arrivez à rester détendu, si vous vous contractez, ça marche pas. Si vous arrivez à, en même temps, sentir que ça fait partie de votre corps, mais que vous n'êtes pas que votre corps, et que du coup, vous arrivez, par exemple, à appuyer dessus progressivement, sans vous contracter, ça devient une information et plus une souffrance. Et donc ça, je vous ai dit 2 façons. Il m'est arrivé une autre façon, une fois de quitter la douleur. J'étais en train de marcher, j'avais très très mal. Et d'un coup, je me suis vu dans les mêmes conditions, à un endroit où j'avais déjà marché, où j'allais très bien. Et je me suis dit, comment ça se fait que là, aujourd'hui, c'est dans cet état, alors que j'ai déjà connu exactement les mêmes conditions en apparence, et où ça allait très bien. Et c'est comme si énergétiquement j'avais changé de corps et la douleur est partie. Si cette dernière possibilité paraît un peu plus curieuse, les 2 premières, elles sont très faciles à mettre en place si vous êtes dans une capacité à prendre du recul et à vous détendre. Hein. Sinon, des fois on peut pas, et tant pis, hein, on souffre et c'est pas grave. On peut connaître des moments comme ça. Il y a des moments où on peut pas travailler sur soi. Mais si vous avez le moyen de prendre un peu de recul, de vous détendre et d'expérimenter ça, c'est assez étonnant. Tant qu'on n'inclut pas la partie qui nous dérange, qui nous fait mal, qu'on ne veut pas la goûter, et exactement même comme s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous emmerde dans sa façon d'être, dans son énergie, etc. Si vous l'incluez pas dans votre monde, c'est comme s'il y avait en permanence un loup qui rôdait autour de vous et qui menaçait votre paix. Et quand vous commencez à pouvoir intérieurement inclure donc cette emmerdeur ou cette douleur, vous pouvez comprendre ce que ça fait, ce que ça vous demande de reconnaître chez vous. Et, ça m'est déjà arrivé de comprendre exactement ce que portait une personne qui était autour de moi et qui me dérangeait. Et au moment où je me suis dit, j'en ai marre de lutter, si je l'inclus dans mon monde, qu'est-ce que ça fait ? J'ai compris la part de moi qu'elle pouvait représenter. La part de moi, la part de nous. On est tous faits des mêmes ingrédients, et puis après il y a des choses qui prennent le devant. Sur cet exemple dont je me souviens, une fois, il y avait une personne qui était très très insistante, très bavarde, qui n'arrêtait pas de vouloir s'inclure dans le monde des gens avec qui j'étais. Et moi, je voulais rester au calme. Et ce que ça m'a fait voir de l'inclure pour peu qu'il me dérange, c'est que c'était quelqu'un qui avait été très déçu de l'amour qu'il avait voulu donner et qui n'avait pas été reçu. Et du coup, de cet amour qu'il avait pas rencontré de destination, de sujet par rapport à ses attentes, il l'avait transformé en haine. Et il n'arrêtait pas de causer, il n'arrêtait pas d'une certaine façon d'exiger qu'on l'aime, tout en racontant pas mal de haine sur plein de sujets différents. Et on peut tous, je pense, se reconnaître sur des passages de notre vie où on a connu un truc comme ça.
Et là, c'était le cas d'une personne, mais une fois, avec une vraie douleur, j'avais passé une après-midi à faire de la luge, une luge bien rapide sur des pistes de ski. Et à un moment, j'avais percuté un arbre. Enfin, je sais plus exactement comment c'était passé, mais bon, bref. J'avais continué la journée, mais le soir, quand j'étais rentré, j'avais une douleur juste avant de m'endormir. J'avais rien senti avant, quoi. Juste avant de m'endormir, au niveau de la cheville, c'était tellement aigu, j'ai cru que mon pied était cassé et que je m'en étais pas rendu compte. Je me disais comment c'est possible. Et comme genre c'était minuit et que je pouvais rien faire ni appeler personne, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette douleur, quoi. Et jusqu'où ça pouvait aller, cette intensité. Qu'est-ce que ça voulait dire, ce rapport d'intensité, quand on n'a pas beaucoup mal, quand on a plus mal. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on tombe dans les pommes ou quoi? Et j'avais la possibilité à ce moment-là de me détendre et d'appuyer dessus en restant détendu. Et j'ai appuyé très progressivement au niveau où je pouvais l'accepter. Et là où ça atteignait le point culminant, quand j'ai continué d'appuyer, tout s'est dissous. J'avais plus mal, j'avais plus rien. Je voulais rajouter aussi une bricole par rapport à ce que je disais sur le business des thérapeutes et surtout ce qu'ils disent si mal et qui est intolérable quand ils disent qu'on ne peut pas s'en sortir sans eux. C'est vraiment pas dans l'optique de les fuir ou d'avoir peur de les consulter. Moi, ça m'est arrivé des fois de faire appel à quelqu'un, mais je trouve que c'est pas facile de trouver quelqu'un déjà qui nous correspond et qui peut nous apporter quelque chose. Et par exemple, une fois, j'ai rencontré la caricature du schéma de perversion narcissique. Alors, ça va me faire vous parler encore d'un autre truc en même temps. Mais je vais tout vous raconter. Il faut que je mette tout dans l'ordre. Donc, par exemple, par rapport à ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce schéma, il y a un moment où, en fait, ça fait partie de ce phénomène, c'est que le ou la pervers fait passer la victime pour quelqu'un qui est pervers. Et quand ça m'est arrivé, j'ai vu d'un seul coup tous les yeux des gens avec qui je vivais se retourner vers moi et en insinuant que c'était moi la perversion. Et là, je me suis dit, comment c'est possible qu'ils pensent ça tous, alors que je croyais qu'ils me connaissaient. Je vais quand même aller voir si des fois je suis pas acteur d'un truc que j'ignore malgré moi et qui me rend dangereux par rapport à d'autres. Donc j'ai été voir un psychiatre, j'ai été voir une psychologue pour avoir leur avis et savoir ce qu'ils en pensaient. Et donc je vous raconte un petit peu parce qu'en fait, c'était le schéma de ce que moi j'appelle la fausse flamme jumelle. Alors j'ai vu que maintenant il y a des trucs comme ça qui existaient. Je vais vous dire pourquoi moi j'emploie ces termes. C'est parce que j'ai rencontré cette personne après avoir rencontré ma flamme et elle avait exactement le même costume énergétique. C'est-à-dire que tout ce que je savais qui était présent chez ma flamme et qui était si rarement disponible, chez elle, c'était là et c'était tout le temps disponible. Ce qui fait que quand je l'ai rencontré, je me suis dit waouh, c'est bizarre, ça veut dire qu'il y en a plusieurs ou j'ai pu me tromper ou... Et non, c'est pas ça, mais c'est aussi pour que j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre choix que de tomber dans ce piège et de vivre ce truc qui a été abominable, mais qui m'a fait trouver des ressources que j'aurais jamais pu imaginer. Donc, en gros, dans ce schéma, quand vous allez bien, vous rencontrez quelqu'un qui va moins bien,
et vous allez l'aider, il va se passer quelque chose, vous allez pouvoir essayer de faire qu'elle aille mieux, et ça marche. Et petit à petit, il y a une relation qui s'installe entre vous qui, qui paraît de plus en plus intéressante, voire magique. Mais déjà dès le départ, enfin très vite en tout cas, il y a des choses qui commencent à partir en couille. Et moi par exemple, je commençais à perdre tous mes amis. Et je comprenais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et petit à petit, on s'est mis à vivre que à deux, quoi. Et donc c'était bizarre, mais il faut comprendre que ça nous arrive que parce qu'on a certaines failles. Et donc là, quand ça vous arrive, c'est marche ou crève. Alors vous vous en rendez compte qu'à la fin, je vais essayer de vous raconter ça à la fin. Petit à petit, ça se retourne, votre vie dégringole, vous perdez les gens, vous perdez les choses, vous perdez... Il y a des gens qui meurent, il y a vos animaux qui vont pas bien, ça commence vraiment à être la merde. Et pendant ce temps-là, cette personne qui n'allait pas bien, elle va du feu de Dieu. Tout lui réussit. Moi, j'avais l'impression que petit à petit, en fait, la vie ne me souriait plus alors qu'elle lui souriait à elle, et que je devais quasiment même quitter mon chez-moi pour lui laisser la place, parce que ça me paraissait plus juste que ça lui serve à elle. On en arrive à des trucs pareils. Surtout quand on est particulièrement investi dans un effort de justesse. Et donc je l'ai prise à venir habiter chez moi avec moi. Et quand ça se passe comme ça, c'est pas comme quand on prend un appart ou un logement à deux et qu'on s'y installe. Si quelqu'un vient s'installer chez vous quand vous y êtes déjà tout installé et que le logement est bien rempli, c'est pas le même effort à faire de laisser l'autre s'installer. Donc j'essayais de laisser la place, tout ce que je pouvais pour qu'elle se sente bien. Et à chaque fois qu'il y avait un truc qui me dérangeait, je me disais ouais mais c'est pas grand chose par rapport à ce que c'est que de faire l'effort pour que elle se sente bien puis que vous soyez bien ensemble, quoi. Et donc à chaque fois qu'un truc me dérangeait, que je renaclais à l'intérieur, je me disais putain mais fais un effort, c'est pas grave quoi, c'est que du matériel ou des habitudes ou je ne sais quoi. Jusqu'à ce que je n'ai plus aucune énergie, que je ne puisse quasiment plus me lever, comme si j'avais un poids d'1 tonne sur la tronche, le cerveau rétréci, écrasé, desséché, c'était affolant. Et un jour j'étais dans cet état, je la regardais et en un instant, il y a des voiles qui se sont levées et j'ai vu un démon qui me chassait de chez moi. Et là, du coup, ça m'a permis d'arrêter de faire ces efforts mentaux, de peser le pour et le contre, de mettre le mental en route. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, je me relève et je me manifeste à chaque fois que quelque chose me dérange. Et petit à petit, c'est moi qui l'ai viré de chez moi. Et ça a été vraiment jusqu'au dernier moment à ne plus faire aucun effort. Et une fois qu'elle était plus chez moi, ne plus garder ses affaires, qui auraient pu être là encore je sais pas combien de temps, et aller mettre dans la rue, sur le trottoir, en la prévenant que c'était là. Et voilà. Et ensuite, donc perdu tous mes amis, quasiment. C'est important de garder les exceptions parce que cela il pèse lourd dans la balance quand il arrive à en rester. Et là, quand vous avez vu tous les regards se retourner contre vous, comme si vous étiez quelqu'un... là, par exemple, moi, je comprenais qu'elle avait dû raconter des trucs comme quoi je la maltraitais, alors que j'ai passé mon enfance à défendre ma mère contre mon père. Là, on sent intuitivement, instinctivement, instantanément que rien ne sert de se défendre, que tout le monde se fout de la vérité, que vous êtes juste aux prises avec vous-même, et que là,
Ça vous fait découvrir des ressources, en tout cas moi par exemple, ce que j'y ai vécu, ce que j'y ai trouvé, c'est la capacité à ne plus rien avoir comme référence à l'extérieur. C'est-à-dire que si la seule personne au monde, c'est moi, qui sait qui je suis, qui je ne suis pas, de quoi je suis capable, de quoi je ne suis pas capable, c'est pas grave. Je sais vivre avec ça et avec tout le reste du monde qui pense le contraire. J'en ai pas vraiment envie que tout le reste du monde pense le contraire, mais c'est un sacré truc à éprouver. Et du coup, instantanément, ça enlève la dépendance à l'extérieur, à, à chercher de l'amour chez les autres, à combler son manque avec une vie sociale d'apparence, des relations qui sont pas nourrissantes, etc. Pouf, d'un coup, c'est fini. Et il y a eu encore des choses qui se sont passées qui étaient progressives. C'est-à-dire que dans, je sais pas, on va dire une centaine de personnes qui m'ont tourné le dos, et ça peut même être vu comme plus, on va dire une centaine. On va dire qu'il y en a une dizaine qui sont restés. Il y en avait 5 qui étaient proches géographiquement et 5 qui étaient éloignés géographiquement. On va dire à peu près. Et du coup, les 5 qui étaient proches géographiquement, j'ai continué à les voir et ça me permettait de garder une vie sociale. Et petit à petit, s'est passé des choses où je comprenais des phénomènes qui étaient vraiment très particuliers. Je me mettais à penser à quelqu'un et je tombais malade. J'étais à côté de cette personne, je tombais malade. Je rentrais chez moi, j'étais seul, j'étais plus malade. Et là, pareil, j'ai arrêté de me prendre le chou, parce que moi, faire souffrir quelqu'un, c'était quelque chose d'insupportable, donc je voulais, à chaque fois que je disais quelque chose, apporter un truc compréhensible à quelqu'un, si je m'exprimais. J'avais de la peine à froisser quelqu'un, etc. Et là, du jour au lendemain, quand c'est le corps qui tombe malade, vous savez, le corps, ça ment pas, c'est ça qui est extraordinaire par rapport au mental qui peut s'inventer toutes les raisons du monde et leur contraire. Là, quand vous vous mettez à respecter ce côté intuitif, c'est fabuleux ce que vous gagnez, quoi. Donc, dans tout ce que j'y ai perdu, j'y ai gagné énormément en trouvant ces ressources, que ce soit ma confiance en mon intuition et cette capacité à n'avoir plus besoin de repères à l'extérieur de moi. C'est vraiment très 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 important. Ça veut dire qu'après, vous sentez des énergies qui vous correspondent ou pas, vous vous prenez pas la tête, vous n'insistez pas, vous partez. Ça m'est déjà arrivé de refuser à quelqu'un de me dire bonjour. Quelqu'un qui venait pour me dire bonjour, je sentais l'énergie qui était là, et j'ai refusé à cette personne qu'elle me dise bonjour. Et en fait, toute cette personne qui me rendait malade, je comprenais qu'elles étaient en lien avec cette personne qui m'a fait jouer le tour de la perversion narcissique et de mon effondrement de ce que j'avais construit. Et c'était pire que ça, c'est qu'ensuite elle a été vivre avec ces gens. Et c'est une personne qui met les gens dans sa poche, soit par son sourire, soit par ses larmes. Et ils faisaient plein de choses ensemble en fait. Et du coup, les amis qui me restaient, qui étaient en lien, je voyais qu'ils étaient plus sincères avec moi, parce qu'il y avait des choses auxquelles j'étais pas invité ou auxquelles on sentait que voilà, il fallait pas m'en parler. Et dans ces gens, il y en a très peu, mais il y en a qui, je sentais qu'ils n'étaient pas affectés et qui restaient exactement pareil avec moi, même en connaissant, en restant en lien avec ces autres personnes. Et donc ces gens-là, je les ai gardés. L'important, c'était pas que ceux qui m'entourent pensent comme moi, c'était que ceux qui m'entourent soient authentiques avec moi. Et donc, quand on vit ça, c'est vraiment marche ou crève, quoi. Soit tu te relèves, soit tu y passes. Et pour
que ça ait du sens, il faut comprendre pourquoi ça nous arrive. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Moi, j'ai compris que ça m'était arrivé parce que j'avais un côté sauveur qui avait ouvert la brèche pour que je m'occupe de cette personne. J'avais un idéal de l'amour et du couple qui passait avant toute chose, qui fait que j'étais prêt à tout pour mon couple, et j'avais une dépendance affective qui me faisait rechercher l'amour à l'extérieur. Et donc, en plus de ce truc de fausse flamme où j'avais repéré, donc c'est bizarre comme mot, mais il n'y a que ça qui me vient, ce costume énergétique qui était identique, ça fait que je ne pouvais pas faire autre chose que de tomber dedans. Donc c'était quelque chose de normal dans mon destin. Ça sert à rien de regretter. Voilà, chaque choix que j'ai fait dans toute cette aventure, je me rappelle exactement quand c'était et dans quelles conditions j'étais et à quel point j'ai tout pesé à l'intérieur de moi et comme quoi les décisions que je prenais, elles étaient en conscience. Donc si je me trompais, c'est simplement qu'il y avait des choses que je ne savais pas et que l'expérience allait m'apprendre. Et quand on est sensible à tout ça, on peut avoir des grandes envies d'aider les gens, d'être thérapeute, etc. On entend quasiment d'ailleurs parler que de ça, comme mission de vie et tout ça. Et mission de vie, c'est pas forcément des choses comme ça, quoi. Et en tout cas, quand on a envie d'aider les autres, de servir, d'être utile, de vouloir guérir, et qu'on a l'impression de remarquer tout ce qui ne va pas chez ceux qui nous entourent, il y a quelque chose d'absurde qui est comme un apprenti carrossier qui voudrait réparer toutes les bosses qu'il voit sur les voitures autour de lui dans la rue. Et à un moment, c'est surtout de soi qu'il faut s'occuper. Et quand on est amené, par exemple, à dire une phrase qui commence par tu ou il, en décrivant quelque chose, moi, je conseille de la répéter ensuite en disant je, pour voir ce que ça peut nous montrer de nous-mêmes. Et j'avais envie de finir en causant du concept flamme jumelle, qui est comme un phénomène quand on le rencontre, qu'on peut presque assimiler à un syndrome ou c'est pas ça, mais si par exemple vous découvrez une particularité, une caractéristique, qui n'est pas forcément une pathologie, mais qui peut vous demander par exemple d'aller chez un psy pour comprendre ce que ces caractéristiques amènent, comme par exemple ce qu'on appelle surdoué ou haut potentiel. Et ben, pendant le temps où vous apprenez à vivre et à comprendre les conséquences que ça a dans votre vie, souvent depuis longtemps, et ben ça vous oblige à focaliser votre attention un peu comme sur une blessure qu'il faut déconstruire, apprendre à conscientiser, à soigner, à reconstruire, à guérir, à fortifier. Et ben le concept flamme jumelle, c'est un peu pareil. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut se désidentifier pour aller revivre une vie autonome et entre guillemets normale. Sauf que dans cette normalité, on a intégré beaucoup de magie de la vie. Sauf que là, au lieu de guérir de quelque chose, même si on fait des guérisons, c'est plus une investigation intérieure, une initiation, une transformation. C'est une découverte, une rencontre avec soi-même. Et certes, l'autre nous a permis le voyage, comme un catalyseur, un déclencheur, un prétexte, une épiphanie. Mais si ce lien existe vraiment, c'est pas de l'oublier, de ne plus y penser tous les jours, même si vous vivez avec l'autre quelque part quand même.
si vous n'êtes plus dans l'attente, que vous n'êtes pas dans la culture de ce lien mentalement, c'est pas pour ça qu'il va disparaître, bien au contraire. Et voilà, je pense qu'à un moment, quand vous sortez de ces transformations, il faut s'ouvrir à nouveau à la vie, à la rencontre, au présent dans le sens du cadeau, et de voir quelles sont vos envies et de les assumer. Si l'autre n'est pas là, cette personne n'est pas là, encore une fois. Il faut arrêter de s'accrocher, d'attendre, de continuer à poser des attentes sur la relation. Il faut juste dire merci et continuer sa vie. Et si l'autre doit revenir, il n'y a rien qui l'empêchera. Et si l'autre ne doit pas revenir, il n'y a rien qui ne le permettra. Donc n'ayez surtout pas l'impression d'avoir un choix décisif à faire et de peur de vous tromper. Non. Il ne faut pas être piloté par ça. Vous allez enrayer votre vie si vous ne faites pas de choix. Il vaut mieux faire un choix pour que les rails de votre vie continuent à s'ouvrir devant vous. Et c'est encore un apprentissage dans la façon dont on cultive nos relations. Dans le sens où quand on a un côté sauveur, on peut avoir comme une obnubilation des choses qui ne vont pas. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, avoir envie de le guérir, comme je disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi dans les relations, on peut ne pas supporter qu'il y ait un problème avec quelqu'un. Mais des problèmes avec des gens, ça arrive. Et il faut savoir l'accepter, parce que sinon, on court après les trucs qui vont pas, et on est entouré de trucs qui vont pas. Donc là, si cette personne n'est pas là, eh ben tant mieux. Tant mieux, parce que vous méritez une relation réciproque de quelqu'un qui a envie de vous autant que vous avez envie d'elle. Et c'est pareil dans les relations amicales. En tout cas, dans tous les endroits de notre vie où on peut choisir nos relations. Il y a des endroits où on ne peut pas les choisir. Professionnellement, c'est pas... La plupart des gens n'ont pas le choix des relations professionnelles qu'ils ont. Famille, à un moment, on peut décider de ne pas se voir plus souvent que nécessaire. Si c'est très difficile, il y a des milieux familiaux où pour s'épanouir, il vaut mieux s'en écarter et revenir peut-être plus tard, une fois qu'on est vraiment construit et que ce milieu ne nous empêche plus de grandir parce qu'il veut qu'on se conforme à une loyauté mal placée. Et donc, voilà. Si l'autre est là, tant mieux. Si l'autre n'est pas là, tant mieux. Si le lien de flamme jumelle est réel, existe, tant mieux. Si le lien de flamme jumelle n'est pas réel, n'existe pas, n'existe plus, tant mieux. Votre vie, il faut avoir envie de la vivre en n'étant nulle part ailleurs et personne d'autre. Et c'est un des points de basculement quand on va pas bien. Si des fois on se sent submergé par des tas de trucs qui nous tombent sur la gueule, et ben si à ce moment-là on arrive à pas avoir envie d'être quelqu'un d'autre en ayant l'impression que les autres là autour de nous, putain, ils vont bien, que tout leur sourit ou je sais pas quoi, si on arrive à ne plus avoir envie d'être ailleurs, autrement que ce qu'on est, que ce qu'on vit, et qui on est, et ben je dirais presque que c'est gagné. C'est que là, on est sur nos fondations. Je vous laisse avec ça. Je pensais parler 5 minutes et ça fait 35. Merci d'écouter. C'est très cool. Je suis étonné et agréablement surpris qu'il y ait des gens chez qui ça résonne. J'espère que vous allez bien. À bientôt. Et si ça ne va pas super, vous inquiétez pas, tout tourne, Kundun. Les choses changent, les choses tournent,
La seule chose qui ne bouge pas, c'est la paix qui y a à l'intérieur de nous. Alors vous la retrouverez un moment. Quand on ne veut plus souffrir, on veut mourir. Et pourtant c'est paradoxal. Si on est capable de se dire qu'on préférerait mourir que souffrir, pourtant on pourrait se dire qu'on est capable d'endurer toute la souffrance. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que quand on voit ce qu'il y a de l'autre côté et à quel point c'est magnifique, on n'a plus envie de mourir. Et que ça donne le sens à la vie qui est ici. Voilà, vous inquiétez pas, tout a un sens. Il y a plein de moments où on est dans un tunnel où il faut qu'on vive comme on aveugle, sans savoir, sans comprendre. Et la plupart du temps, on comprend une fois qu'on est sorti du tunnel. Et il y a des moments où il faut accepter. Et arrêter de résister à la résistance. Il y a des moments où on souffre parce qu'on résiste. Et ben, des fois c'est pas grave, il faut arrêter de résister à la résistance. Il ne faut pas s'en rajouter une couche.